Bonjour et bienvenue à l'émission L'Affiche sur Maïso.com. L'Affiche est une émission qui met en valeur les acteurs du monde politique, économique et culturel. L'Affiche depuis Paris se rend ce soir aux États-Unis pour recevoir monsieur Chamberlain Bongopassi. Chamberlain Bongopassi, un acteur politique qui a des choses à nous dire et qui sûrement fera un commentaire sur l'actualité du moment. Bonjour monsieur Chamberlain Bongopassi. Bonjour, monsieur Kevin Maïso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Chamberlain Bongopassi, vous vivez à Salt Lake City aux États-Unis et on vous a connu comme étant un membre de l'Union des Républicains de monsieur Norbert Louyeye, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien ça, monsieur Kevin. Alors, avant d'en venir à notre propos de ce jour, nous aimerions vous découvrir un peu. Qui êtes-vous? Veuillez vous présenter de façon sommaire. Ok, Kevin, je suis Chamberlain Bongopassi Diba, analyste financier pour l'Europe et l'Afrique francophone, pour le compte des centres de services mondial de l'Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours basée à Salt Lake City aux États-Unis, ville dans laquelle je suis résident. Je suis marié et père de 4 enfants et j'ai un diplôme de licence en management. Je suis en train de me préparer pour le master en management aussi. Et vous êtes d'origine congolaise? Voilà en quelque sorte ce que je suis en quelques secondes. Ouais, j'aimerais savoir si vous êtes d'origine congolaise et quel a été votre parcours au Congo. Effectivement, je suis congolais d'origine et au niveau du Congo, j'ai commencé sur le plan professionnel et j'ai commencé avec l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. J'ai travaillé beaucoup là-bas. J'ai commencé à être comme secrétaire au niveau de coordination des villes de Kinshasa, du système éducatif de l'église. Et après 3 ans, j'ai été promis à un poste comme superviseur régional de statistique et finance pour l'Afrique centrale. Et c'est un poste dans lequel j'ai dirigé pendant 6 ans. Et après cela, je me suis décidé de voyager vers les États-Unis. Et c'est là où je continue aujourd'hui comme analyste financier de la même organisation. Alors, dans la présentation, j'ai dit que vous faisiez partie de l'Union des Républicains de monsieur Norbert Louyeye. Expliquez-nous un peu l'épopée de votre entrée dans ce parti politique. Oui, merci Kevin. Comme vous disiez, je suis de l'Union des Républicains, mais laissez-moi vous parler un peu de mon parcours politique, comme vous venez de dire. Et j'ai commencé à m'imprégner de la politique après que je sois revenu d'une mission de 2 ans en Côte d'Ivoire. C'était vers les années 1999 et j'étais affilié au sein de l'IDPS dans la section de Kingasani et ensuite membre des groupes d'action de l'IDPS avec M. Norbert Louyeye. Mais compte tenu de certains problèmes internes du parti, j'avais jugé bon de quitter le parti et j'ai donc suivi M. Norbert Louyeye qui quittait l'IDPS. Et comme vous le savez, M. Norbert Louyeye, à cette époque, il était le secrétaire particulier de M. Tshisekedi et ensemble, nous avons formé un parti nommé Union des Républicains en novembre 2003 dans laquelle j'ai évolué comme membre fondateur et cadre du parti jusqu'à ce jour. Et ce parti-là est implanté aussi aux États-Unis, si je ne me trompe. Oui, j'ai vu aux États-Unis. Mais le parti politique aux États-Unis, il est implanté ou pas? Oui, les partis politiques aux États-Unis, ça y est, il y a certaines personnes qui composent les partis, mais dans laquelle nous avons peut-être, ils avaient toujours un petit problème de la communication. D'accord, donc parce que c'est un parti qui n'est pas trop connu, même lui-même, monsieur Norbert Louyeye, il communique pas beaucoup.
il n'est pas trop connu dans le milieu des Congolais, il y a un déficit de communication. Alors, ce qui nous amène à vous poser cette question. J'ai entendu que vous voulez quitter ces partis politiques ou vous l'avez déjà quitté. Est-ce vrai ou pas? Oui, j'ai déjà quitté les partis et je me suis maintenant aligné avec le mouvement de libération du Congo. Les MLC de Jean-Pierre Bemba. Oui, de Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce qui a fait que vous quittiez ces partis de Norbert Louyeye, vous qui étiez cadre? Non, vous savez, M. Kevin, le choix est personnel, c'est juste après plusieurs analyses et réflexions, et j'avais décidé de m'affilier au mouvement de libération du Congo, et j'ai mes ambitions personnelles, et je n'ai pas de problème avec tous les cadres du parti, je les aime bien. Ce sont des gens que nous avons tissé de bonnes relations donc avec eux, et je suis seulement décidé de quitter et d'aller ailleurs. Alors, j'ai choisi le MLC. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré personnellement au MLC? Parce que nous savons au Congo, bon, l'IDPS vous y avez été, l'Union des Républicains, vous venez de les quitter, nous avons l'UNC, nous avons le MDECO de Gabriel Mokia, nous avons Congo Nabiso de Freddy Matungulu, nous avons l'ARC de Emmanuel Ilunga. Pourquoi avoir choisi les MLC? Qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré dans le MLC de Jean-Pierre Bemba? Oui, premièrement, vous savez que le choix, c'est quelque chose de personnel. Et je venais de vous dire que c'était après plusieurs analyses et réflexions. Et personnellement, je suis un nationaliste. Et c'est avec cette vision des choses que je me suis donc décidé, pour moi, le meilleur choix pour l'instant, c'est l'MLC, le mouvement de libération du Congo. Et en autre, surtout, ce qui m'impressionne ces derniers temps au niveau du MLC, c'est le leadership exemplaire. Et c'est ce leadership qui est composé maintenant avec la secrétaire générale du parti, Madame F. Basaïba, et c'est une femme que j'ai attendu beaucoup quand nous étions donc à l'IDP. C'est une femme droite, c'est une femme qui est compétente, et comme vous êtes en train de remarquer, donc elle est en train de donner une nouvelle impulsion donc au CDMLC. Et n'oubliez pas que c'est la première femme qui dirige un grand parti, et à côté de lui aussi, nous avons l'honorable Fidel Babala. Et comme comme on dit toujours, Kololo Pamou, c'est un homme fidèle et qui a compris l'importance d'être fidèle dans ses engagements vis-à-vis de Chairman. Et aussi, donc à côté avec la présence du sénateur Ramazan Ibaya, et qui nous fait du bien, et c'est une grande équipe de cadres que j'ai décidé de soutenir, et je suis fier de leur leadership exemplaire. Je pense qu'avec ces dirigeants exemplaires, je pense que cela m'a poussé à adhérer à cette vision et à les soutenir, et ensemble nous puissions savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que je puisse apporter ma pierre de contribution. Je vous signale d'ailleurs que Madame Basaïba et Monsieur Baya, Monsieur Ramazani Baya, sont à Kisangani en tournée pour redynamiser les activités du parti au niveau de cette grande ville. C'est la 3e ville du pays. Alors, vous vivez à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis. Y a-t-il une implantation du MLC sur place? Ok, comme je venais de vous dire que je viens à peine de quitter, et je suis déjà en contact avec le docteur Jean-Jacques Mbongani, qui est le secrétaire national en charge des fédérations extérieures, et d'autres cadres du parti, tels que l'honorable Jean-Jacques Moutouale, le secrétaire national en charge des mobilisations, et c'est lui qui m'a accueilli et aussi m'a introduit chez l'honorable Fidel Babala et M. Crispin, son assistant. Je suis déjà en contact avec eux, et nous sommes en train de travailler pour voir ce que nous pouvons faire
là où je suis. Mais en connaissant que je sais aussi qu'au niveau des États-Unis, nous avons déjà un président fédéral qui est le pasteur Michael Kayembe, si je ne me trompe pas, dans laquelle que nous sommes en train de travailler ensemble pour donner une certaine impulsion au niveau ici, parce que beaucoup de gens se focalisent vers le nord au niveau de Washington. Et à un certain moment, on oublie, nous qui sommes ici, mais je suis en train de travailler avec les cadres du parti, comme je disais, Dr. Jean-Jacques Mbokangani, pour essayer un peu de faire avancer les choses dans ce coin-là. D'autant plus qu'à Salt Lake City, il y a beaucoup d'argent, hein? C'est la ville des Mormons, il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette ville. Oui, Salt Lake City, c'est la ville des Mormons et c'est la raison pour laquelle moi-même j'ai décidé de venir vivre là-bas. Et étant mormon, et je suis mormon, je suis saint des derniers jours pratiquant et membre de l'église. Et je suis cadre de l'église à Kinshasa et j'ai occupé des postes très importants comme président des pieds et comme conseiller au niveau du pied. Et c'est cette raison et j'ai confiance à certains endroits dont il y a des gens qui sont calmes, dont il y a des gens qui sont honnêtes et qui respectent les valeurs humaines. Alors, vous êtes dans une religion où les gens sont honnêtes, les gens respectent les valeurs humaines. Et ne pensez-vous pas que ce soit dichotomique de vous retrouver dans un milieu politique? La politique, par essence, surtout en Afrique, c'est violent, les gens sont malhonnêtes. Souvent, chez nous, lorsqu'on dit Asalaka politique, c'est pour dire que c'est un menteur. Ne trouvez-vous pas que c'est dichotomique? D'un côté, mormon, et de l'autre, politicien. Oui, c'est la raison pour laquelle que nous sommes en train de décider d'entrer en politique avec force et pour faire changer les choses. Vous savez que la politique, ce n'est pas l'art de mentir, ce n'est pas pour mentir. La politique, c'est pour faire le bien à la population, à la personne, les personnes que vous êtes appelés à travailler pour eux. Mais c'est un peu bizarre aujourd'hui que nous sommes en train de remarquer que lorsque nous faisons la politique, c'est pour faire contre la population et nous faisons tous au détriment de la population. Je pense que nous faisons la politique pour la population et moi, en tant que saint des derniers jours, c'est tellement très important pour que je puisse apporter les contributions, les valeurs que nous avons en tant que saint des derniers jours pour que nous puissions faire avancer les choses au niveau de notre pays. Et voilà ce que je pouvais dire. Alors, ceci nous permet de faire un petit focus sur votre vision de l'actualité du moment. Et l'actualité du moment est constituée par les dossiers dialogues. D'un côté, il y a les dialogues initiés par Joseph Kabila, les dialogues demandés par Joseph Kabila, qui est en train de faire des consultations. Nous ne savons pas exactement quand auront lieu ces dialogues, tandis que de l'autre côté, il y a l'UDPS avec Étienne Tshisekedi qui a initié un dialogue et qui demande à la communauté internationale de s'en occuper. Quelle est votre opinion personnelle en tant que politique? Que pensez-vous? Êtes-vous dialoguiste ou pas? Je pense, monsieur, que oui, comme vous le savez, qu'on ne refuse pas de se dialoguer, c'est un principe, mais nous pensons que le dialogue pour l'instant, ce n'est pas approprié, ce n'est pas des moments appropriés. Personnellement, je pense que le dialogue, c'est un moyen de récompenser les membres de la famille politique de M. Kabila. Et comme vous le savez très bien que la politique est dynamique et chaque chose a son temps. Et je ne pense pas que ce n'est pas le moment opportun pour que nous puissions arriver donc à dialoguer. Et je pense que ce moment-là donc a dépassé. Et comme je suivais Madame Papazaï lors d'une émission avec, au niveau de Congo Mikili, donc il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés au moment de la consécration nationale et ces personnes-là, ils ont donné du temps et ils ont donné ce qu'on pouvait faire et
Il y a même de l'argent de la République qui ont été sortis pour que cette concertation puisse avoir lieu. Et il y a plus de 700 résolutions qui ont été sorties, mais qui n'est pas appliquées. Je pense qu'au lieu que nous puissions faire ce genre de dialogue, c'est mieux que nous puissions premièrement donc appliquer ce genre de résolutions qui ont été soulevées lors de la concertation. Voilà un peu, je pense que ça c'est pas le moment opportun. Et enfin, toi-même, Kevin, tu peux voir à quoi maintenant le dialogue qui nous amène à diviser la population. Par exemple, maintenant, ici au niveau de la diaspora, le diaspora est tellement divisé à cause de cela. Ce n'est pas quelque chose qui est bien, quelque chose qui, dès le début déjà, ça arrive à dire, donc à diviser toute la population congolaise, tout le monde au niveau de diaspora. Je pense que ce n'est pas le moment opportun pour cela. Mais à un certain moment, lorsque les concertations nationales qui n'étaient pas aussi opportunes ont été organisées, Jean-Pierre Bemba avait autorisé aux membres du MLC d'y participer. Non? Lors des concertations nationales, Jean-Pierre Bemba, votre président, avait autorisé à certains membres du MLC à participer aux concertations nationales. Oui, parce que comme je venais de dire, c'était le moment approprié en ce moment-là, parce que nous venons de sortir dans un climat de tension après les élections de 2011 et nous savons ce qui s'est passé. Et tout le monde voulait dialoguer, tout le monde voulait. Et en ce moment-là, c'était le moment opportun pour ce genre de choses. Je pense que aussi longtemps que certaines résolutions n'ont pas été respectées et nous ne pensons pas que c'est le moment encore pour aller encore. Donc aller encore se dialoguer. Aller au dialogue, c'est un glissement tout court parce que pour l'instant, nous avons besoin du temps, quel que soit 2 ou 3 jours que les gens peuvent rester donc au niveau du dialogue. Et je pense que ces 2 ou 3 jours ou bien une semaine, ce serait mieux que cela soit fait peut-être dans les tripartites entre la CENI majorité ainsi que l'opposition politique pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons arranger sur le plan de la CENI au lieu que nous puissions encore revenir ailleurs, donc en arrière, parce que le temps c'est de l'argent. Nous avons besoin du temps et nous n'avons pas besoin de distractions, ça ce sont des distractions. Alors, une autre question, que pensez-vous de la politique de Joseph Kabila, surtout la politique économique? Ces derniers temps, on a remarqué qu'il inaugure à tour de bras. Pensez-vous qu'il travaille bien ou pas? Je ne pense pas qu'il travaille bien et je pense que tout cela est résumé par rapport à la condition de vie de la population congolaise. Et nous savons comment la population congolaise souffre. Moi-même, j'ai grandi à Kinshasa et j'ai vécu pendant longtemps et j'ai été j'étais là pendant 2001, 2005, 2011, 2015. J'essaie de voir un peu de près comment la population congolaise souffre. Et avec cette façon de voir les choses, ça ce sont des petites choses que nous pouvons voir. Et avec cette façon de voir les choses, comment la population congolaise est en train de vivre. Et je ne pense pas que c'est une bonne politique. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons ce changement. Et nous voulons avoir d'autres personnes, d'autres nouvelles visions pour que nous puissions quand même changer le quotidien de la population congolaise. Alors, nous aimerions savoir, vous qui êtes mormon, nous savons que sur le plan politique, sur le plan économique, les Mormons sont très influents. Hein. Ils ont même eu un candidat aux élections présidentielles américaines passées. C'était la personne de Mitt Romney. Est-ce que sont-ils conscients, ou vous qui êtes Congolais, apprenez-vous ce qui se passe réellement au Congo sur le plan humain, les viols, les massacres? Parce qu'il y a quand même quelques Congolais connus qui sont dans le monde politique, qui soit sont des Mormons ou vivent à Salt Lake City.
Je pense à Christian Malanga, maintenant je viens de vous découvrir. Je sais aussi que monsieur Éric Moulalou est très proche d'eux. Je ne dirais pas qu'il est mormon, hein, parce qu'officiellement, c'est pas à moi de le dire, mais je sais qu'il est proche d'eux. Est-ce que les mormons savent-ils ce qui se passe au Congo? Parce qu'on peut espérer qu'ils ont une certaine influence à Washington et qu'ils peuvent faire bouger les choses. Oui, je pense que les Mormons, ils ont une idée du Congo. Là où je vis, je suis en contact avec beaucoup de dirigeants congolais et beaucoup de dirigeants de l'Église qui ont été au Congo, dans laquelle nous vivons. Ils savent le Congo et beaucoup d'entre eux, ils ont toujours une bonne vision du Congo. Ils parlent que nous avons un pays merveilleux et le problème du Congo réside au niveau de leadership. Je pense que les Mormons aiment beaucoup le Congo et d'ailleurs au niveau sur le plan de l'Église de Jésus-Christ le Saint des derniers jours porte à merveille au Congo et il y a de grandes constructions qui se font donc pour l'Église au niveau du Congo. Et je pense qu'il y a beaucoup de visites, beaucoup de gens qui font des visites pour aller au Congo et passer le Congo. Certaines personnes pensaient du Congo donc autrement, mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils arrivent à comprendre certains potentiels que nous avons au Congo et nous avons de l'espoir. Et nous avons de l'espoir. Et c'est pour dire que le problème du Congo, c'est les dirigeants. Et le problème du Congo, c'est le leadership. Aussi longtemps que nous sommes un leadership exemplaire au Congo, et tout cela va se fixer. Nous avons seulement besoin d'un leadership exemplaire, quelqu'un qui peut évoluer ce pays et tout ça sera donc en ordre. Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou bien si vous voulez faire allusion à certaines personnes telles que Christian Malanga, c'est une personne que je connais par rapport à ses activités politiques, que j'apprécie très bien et surtout qu'il est en train de contribuer pour faire avancer les choses, ainsi que les autres qui sont en train de travailler comme des combattants, comme des résistants par-ci par-là au niveau des États-Unis. J'entretiens de bonnes relations avec Maître Dino, Joël Condé, donc avec beaucoup de gens qui sont ici. Et ce sont des personnes que nous sommes en train d'apprécier parce qu'ils ne cessent jamais de parler pour des changements et ce sont des personnes que nous avons du respect. Voilà ce que je peux dire. Nous avons constaté qu'au niveau de la diaspora, il y a une très grande division. Hein. Les gens se chamaillent beaucoup. Les luttes politiques sont devenues des problèmes presque personnels. Les gens ne se limitent pas à l'adversité politique, mais ils en font généralement un problème personnel. Quel conseil donneriez-vous à la diaspora congolaise qui vous écoute? Je voulais simplement donner un petit conseil. Il y a de certains principes ou bien de certains concepts que, selon moi, que je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous savez que oui, dans la vie politique, nous avons trois catégories de personnes. Nous avons des personnes, nous avons des politiciens, nous avons des courageux et nous avons des intellectuels. Et dans un parti politique, on a besoin de trois catégories de personnes. On a besoin d'un politicien, quelqu'un qui peut donner la vision du parti, quelqu'un qui peut être là pour aider les partis à progresser ou bien les pays à progresser. En autres termes, lorsque je parle des politiciens, ce sont des gens qui dirigent aujourd'hui des partis politiques pour ne pas en citer un. Donc, en plus de cela, nous avons besoin de courageux. Pour moi, qui sont les courageux? Les courageux, ce sont tous ces gens qui sont en train de lutter dans la société civile, comme combattants, comme résistants. Et ce sont ces gens-là, ils ont leur façon de voir les choses. Et leur façon de voir les choses, c'est tellement différent aux politiciens. Et je pense que le grand problème qui réside aujourd'hui donc au niveau du diaspora, et si je vois très bien, c'est que je suis en train de voir que les politiciens
pas donner cette logique aux combattants pour qu'ils puissent suivre leur façon de voir les choses. Je ne pense que ce n'est pas réel. Je pense que les combattants, ils ont leur façon de faire les choses qui est différente donc aux politiciens et nous devons respecter cette façon de faire les choses. Après, donc, au finish, nous pensons que les politiciens, les courageux, et tout sont tellement importants. Et pour finir, je pense qu'en dehors de ces politiciens, donc en dehors des courageux ou bien les combattants, nous avons la troisième catégorie qui sont les intellectuels. Et c'est la raison pour laquelle je peux profiter ici pour donner certains conseils à nous, tous Congolais, que nous vivons à l'étranger. Et nous puissions arriver quand même à prendre cette opportunité qui nous est donnée d'être à l'extérieur pour continuer à étudier. Parce que le Congo a besoin des intellectuels. Et je pense que tous les postes qui sont donc au pouvoir, ce ne sont pas des postes politiques, ce ne sont pas des postes qu'on peut donner donc seulement aux courageux, mais il y a beaucoup de postes qu'on peut donner donc aux intellectuels. Et je ne pense pas que si on veut donner quelqu'un de devenir comme mandataire, on peut donner ça à un combattant. Donc on peut lui donner ça, je ne parle pas quand je parle, donc on peut donner ça à un courageux, quelqu'un qui n'a pas étudié. Et je pense qu'il faut donner une entreprise à quelqu'un qui a étudié, à quelqu'un qui sait comment gérer donc l'entreprise. Et cela va de même, il y a beaucoup de domaines qui sont tellement techniques, qui nécessitent à l'éducation et qui nécessitent aux intellectuels. C'est la raison pour laquelle je dis que ces trois choses, les politiciens, les courageux ainsi que les intellectuels, sont tellement très importants. Et pour conclure, aussi au diaspora, nous avons des problèmes. Pour l'instant, c'est à cause de ça, parce que nous n'arrivons pas à distinguer qui sont les politiciens, et qui sont les courageux, ou bien les combattants, ou bien les résistants, et qui sont les intellectuels. Mais au finish, nous tous nous parlons pour la République démocratique du Congo. Mais chaque personne a son rôle à jouer. Et nous devons être ensemble, nous devons être réunis, comme on dit que nous s'appuyons que sur la donc l'unité. Cela veut dire, ensemble de toutes ces personnes-là, bien, je suis en train de me demander aujourd'hui, avec cette confusion qui est en train de venir donc au niveau du diaspora, à qui profite ce genre de confusion, cette division. Est-ce que c'est ça l'objectif? Je ne pense pas. Et je pense qu'il est temps que nous puissions raisonner ensemble, que nous puissions savoir que l'heure n'est pas aux discussions tribales, l'heure maintenant de raisonner, d'être réunis, afin que nous puissions faire respecter les choses, afin que nous puissions insister pour que la constitution de la République démocratique du Congo puisse être respectée. Okay. Voilà ce que je pouvais répondre à votre question. Sans avoir une boule de cristal, pensez-vous que les élections de 2016 auront lieu? Oui, j'ai confiance. J'ai confiance que tout dépend. Vous savez que oui, avec les problèmes de l'élection, c'est la volonté politique. Et c'est la volonté politique du chef de l'État. Je pense que en 2005, nous sommes allés donc aux élections, donc on n'a pas eu de problème. Donc à 2006, nous sommes allés donc aux élections sans problème. À 2011, nous sommes allés aux élections sans problème. Et j'ose croire aussi en 2016, comme c'est constitutionnel, nous irons donc aux élections sans problème. Je pense que, comme on dit, qu'on doit savoir partir. Je pense qu'on doit savoir partir. Et pourquoi je dis ça, on doit savoir partir? Je suis arrivé à réfléchir. Il n'y a aucun pays dans lequel nous voyons des présidents en vie qui est en train de se développer. Par contre, nous vivons aussi aux États-Unis et vous qui vivez là-bas en Europe, vous êtes en train de voir ce qui s'est passé quand il y a des successions donc au niveau de la présidence, et tout le monde est au courant qu'après peut-être 5 ans, 4 ans, et je peux faire bien, je peux être réélu une fois et après. C'est tout. C'est ça la seule façon qu'ils peuvent donner
le développement au Congo. Le développement au Congo dépend de nos dirigeants. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions arriver donc à comprendre ce genre de choses. Et je donne pratiquement raison au président Obama. Et lorsqu'il a parlé que nous avons besoin des institutions fortes et nous n'avons pas besoin des hommes forts. Et je pense que c'est le moment pour nous que, donc en Afrique, que nous puissions arriver à comprendre ce genre de choses. Et je pense que ce que je fais en tant qu'humain, chaque personne est unique. Ceci veut dire que lorsqu'on fait des changements donc au niveau des successions, donc au niveau de la présidence, après il nous demanda, et cela aide aussi donc à progresser, parce que la deuxième personne qui viendra aura sa façon de voir les choses, qui est totalement, qui sera peut-être diamétralement opposée par rapport à la première. Nous avons vu ça, la façon de penser de Laurent Désiré Kabila est complètement diamétralement opposée à la façon de penser de Joseph Kabila. Et je pense que si le lendemain, nous avons sur la tête une autre personne, je pense qu'il va donc apporter certaines choses qui seront diamétralement opposées. Et nous avons besoin de ces changements. Non pour l'intérêt politique d'un parti politique, nous avons besoin de changements pour notre pays parce que nous voulons léguer de bonnes choses donc nos enfants. Voilà un peu ce que je pouvais dire, M. Keren, à votre question. Sur cette phrase sur l'avenir de nos enfants, nous mettons un point final à cette interview. Nous avons reçu Monsieur Chamberlain Mbongompasi, désormais au Mouvement de Libération du Congo, MLC, depuis Salt Lake City aux États-Unis. Pour participer à cette émission, ou si vous voulez être à l'affiche, simple, vous nous passez un coup de fil au 0033 758 469 414, ou vous nous envoyez un mail. On vous dira comment faire pour que vous soyez à l'affiche. Aujourd'hui, Chamberlain Mbongompasi, merci, au revoir. Au revoir, Kevin.